Commencer cette journée Living Orgs, 4e édition. Donc bienvenue à tous. Vous êtes ici, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, donc à Epicentre Factory, qui est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, je dis ça en 2 mots parce que ça peut avoir de l'importance pour les débats d'aujourd'hui. Donc c'est un lieu, notre lieu ici est d'abord un lieu de coworking, c'est-à-dire un lieu où on accueille les personnes qui ont besoin d'un bureau pour travailler et qui n'ont pas envie de travailler tout seuls dans leur salon. Donc on partage des bureaux, mais ce n'est pas uniquement un lieu de coworking, c'est vraiment un tiers-lieu dans le sens où on a eu envie que ce lieu soit très vivant et fasse beaucoup plus qu'accueillir du partage de bureaux. Donc quand on vient ici, que ce soit pour travailler ou pour d'autres occasions comme celle d'aujourd'hui, mais aussi pour visiter une exposition ou pour participer à toutes sortes d'événements, une des choses qui se passe ici, c'est qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait peut-être pas ailleurs. Et ce brassage de gens fait qu'il se passe plein de choses ici, il naît beaucoup de projets. Et Living Orgs est un de ces projets, c'est-à-dire des gens qui se sont rencontrés ici et qui ont réfléchi un petit peu sur les façons de travailler, puisque ici on travaille un petit peu différemment, et ils se sont dit qu'il y avait des choses à faire sur les façons de travailler en entreprise ou dans toute autre structure. Il y a un certain nombre de tendances intéressantes aujourd'hui qui veulent, comme on dit, une expression un peu galvaudée, remettre l'humain au centre des organisations. Et du coup, voilà, on a fait cet événement annuel dont c'est la 4e édition, pour réfléchir ensemble à des façons d'engager des choses au sein des entreprises et d'autres structures, puisqu'on verra qu'il n'y a pas que les entreprises qui ont ces problématiques-là. Voilà, donc chaque année c'est l'idée qu'on ait une journée où on réfléchisse, mais on ne fait pas que réfléchir, on essaie de voir si on peut avoir des solutions pratiques. Donc vous verrez que dans le courant de la journée, on aura des temps où vous allez avancer sur vos propres cas et vos propres situations. Cette journée n'aurait pas été possible sans un certain nombre d'aides. Alors on a un téléphone qui fait fanfare de temps en temps, il va rythmer un petit peu notre journée. Donc évidemment, on va remercier les gens qui nous ont aidés. Cette année, outre Epicentre, qui, en plus d'avoir un certain nombre de gens qui participent à l'organisation, accueille la manifestation, on a l'entreprise Agaïtis qui nous a aidés, et par ailleurs l'association des coachs d'Auvergne, qui est partie prenante également. Donc on les remercie très chaleureusement pour leur aide. Et puis, donc parmi les organisateurs, on a aussi, on n'a pas le Calico, mais on a aussi le cluster efficience, Auvergne Efficience Industrielle. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc remerciements à tout le monde, et je vais passer la parole à Frédéric qui va vous présenter un peu plus la journée. À toi, Frédéric. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je ne sais pas si vous avez tous pris un petit programme, mais on va le parcourir ensemble. Donc, comme l'a dit Marie-Pierre, ça va être interactif. Alors, bien sûr, on va commencer par une table ronde avec nos intervenants. Merci d'être présents. Et alors, vous pourrez intervenir aussi, poser vos questions. Alors, on essaiera de les grouper sur la fin, mais bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Et puis après, donc, à fonction de ce qui aura été évoqué, de ce qui vous parle, on fera ce qu'on appelle un marché au sujet. Donc, vous, quelles sont vos problématiques ou vos sujets autour de la collaboration que vous souhaiteriez partager. Et puis après, on va regrouper ça. Et puis, on va essayer de faire des petites équipes où vous allez partir pendant 1 heure à peu près, pour d'une part faire connaissance et puis essayer d'explorer les pistes pour vous aider dans votre quotidien. Et puis on finira la matinée par une séance de partage, justement en restitution de ce que chaque groupe
enfin, comment il a cheminé, qu'est-ce qu'il a éventuellement découvert et le partager ensemble. On fera la pause déjeuner, donc ici, il y aura un buffet. Et puis l'après-midi, ça sera sur le même modèle, donc on refera une table ronde avec 5 intervenants différents. Et ceux qui restent l'après-midi seront les bienvenus. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que les intervenants peuvent aussi participer aux ateliers. Hein. Voilà, soit vous papillonnez d'atelier en atelier, soit vous vous mettez dans un atelier qui vous parle particulièrement. C'est ça aussi, hein, les intervenants sont là aussi à votre disposition. Donc voilà, en seconde table ronde, et puis on refera un petit marché au sujet, un atelier participatif, partage des ateliers, puis on fera une conclusion, et après la conclusion sur le contenu, on fera une conclusion par un cocktail aussi, pour pouvoir avoir un petit temps d'échange, et puis je trouve plus mes mots. Ça va être un peu dur, hein, je m'excuse par avance, aujourd'hui j'ai une grosse crème, donc il y a des mots qui viennent pas très vite. Voilà, sur le déroulement. Alors un dernier mot pour cette introduction sur la thématique de l'année. Cette année, on a souhaité parler de collaboration parce que c'était un thème et un mot qui revenait souvent dans les années précédentes, dans les débats et même dans les tables rondes. Donc cette idée de collaborer, on a souhaité la développer. L'an dernier, on avait parlé des pyramides, donc c'était un petit peu l'idée de casser les planchers et les plafonds. Donc cette année, on va continuer à casser la baraque en cassant les cloisons. Et en fait, on a divisé, alors peut-être un peu artificiellement, le sujet en 2 sous-sujets. Donc ce matin, la question c'est pourquoi collaborer ? Et puis cet après-midi, on va passer à la question de comment collaborer. Mais évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, donc on parlera peut-être du comment un petit peu ce matin et du pourquoi cet après-midi, mais voilà, on va essayer de thématiser. On va commencer par vous présenter nos intervenants de cette matinée. Juste un truc qu'on n'a pas dit aussi, on remercie le connecteur qui fait la captation des tables rondes. Et donc vous aurez accès quelques jours ou quelques semaines après la Living Orgs aux vidéos. Voilà. Donc oui, on va vous présenter, alors, on espère que nos notes sont correctes. Vous faites... vous dites rien même si on se trompe. Alors, vous avez le droit de reprendre. Ouais. Alors, donc on va commencer avec Martine. Donc l'une des façons de collaborer, ça peut être en interne, et c'est d'être collectivement responsable de l'entreprise où on travaille. Donc c'est le modèle des coopératives ou des SCOP, dont les associés sont majoritairement les salariés, ce qui a forcément des conséquences aussi bien sur la façon de décider que sur la façon d'organiser le travail, que sur la façon de travailler au quotidien. Donc la librairie des Volcans, dont Martine Lebeau est aujourd'hui la gérante, a été reprise sous la forme SCOP par 12 de ses 32 salariés en 2013, après la liquidation du groupe, auquel l'enseigne clermontoise appartenait, et puis après une période de fermeture, et puis aussi de mobilisation citoyenne, dont certains d'entre vous se rappellent sans doute. Donc le pari semblait risqué, donc avec le recul de ces 6 années, Martine pourra exposer les raisons qui ont guidé le choix des salariés, avec la part de réussite et puis aussi la part de difficulté que vous avez traversé. Alors on accueille aussi Marion Canales. Marion est élue de la ville de Clermont et de la métropole. On a pensé intéressant d'inviter une représentante des collectivités parce que la question se pose aussi dans les collectivités, effectivement. Et on sait qu'à la ville et à la métropole de Clermont, on se pose beaucoup ces questions de collaboration. Et que ça change des choses dans la façon de mener les politiques publiques et sans doute aussi en interne, j'imagine que ça doit changer beaucoup de choses. Donc Marion, tu nous parleras de ça. Alors je précise que je tutoie Marion parce qu'elle représente justement la métropole au sein du conseil d'administration de la SIC Épicentre, puisque ici nous sommes organisés en société
coopérative d'intérêt collectif, donc SIC. Et je le précise parce que c'est une forme de collaboration dans laquelle la métropole s'engage. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis dans les gens qui nous aident, je dois préciser aussi qu'il y a GRDF qui est partie prenante dans l'épicentre. Et nous avons justement, donc nous le remercions à double titre, un représentant de GRDF, donc Frédéric va vous présenter. Donc, je vais vous présenter Pascal Serra. Donc GRDF, c'est le distributeur de gaz en France. Et il fait partie de ces grandes entreprises qui se posent la question de leur ancrage dans les territoires et de leur interaction avec les parties prenantes. Donc après avoir été dernièrement animateur régional de l'innovation, Pascal Serra a rejoint la direction de la stratégie de GRDF au sein d'une nouvelle équipe créée au début de cette année et qui est en charge des data, de la recherche et développement, d'innovation et des filiales. Donc dans cette équipe, il veille plus précisément au développement des relations avec les acteurs des territoires, les collectivités, le monde industriel, la recherche et les startups aussi qui sont associés à la co-création de valeur. Donc dans cette optique, Pascal travaille notamment sur la construction méthodologique de Living Labs régionaux, une forme de collaboration dont il nous expliquera, et en particulier ce qu'elles apportent à l'entreprise et à ses partenaires. Et donc pour finir, Arnaud Malioche, vous êtes directeur associé, c'est bien ça, de l'agence de marketing digital Periscope. Et on vous a invité parce que vous avez participé, entre autres, à une expérience de collaboration externe, on va dire, qui est l'association donc, avec une entreprise qui s'appelle Filmeca et un laboratoire de mathématiques, le laboratoire de mathématiques de Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Donc Filmeca, on en parlera aussi cet après-midi, est basé, je crois, à Cournon. Donc c'est vraiment une coopération régionale. Et vous êtes associés pour développer un service de météo-marketing, c'est bien ça? Donc voilà, c'est l'idée que selon le temps qu'il fait dehors, on ne vend pas les choses de la même façon. Donc c'est peut-être évident qu'on vend plus de glace en été ou plus d'imperméable quand il pleut, mais il y a des choses beaucoup plus fines qu'un projet comme ça peut amener. Et donc vous avez travaillé à ces 3 entités sur le projet, c'est bien comme ça qu'on peut le décrire. Voilà donc pour la présentation de nos invités de ce matin. Et pour démarrer cette table ronde, alors déjà une petite règle, c'est qu'une table ronde, on essaie que ce soit vivant. Donc je vous demanderai de faire des développements pas trop longs pour que vous puissiez vous répondre et que ce soit assez... Et pour se mettre en jambe, je vais vous demander une réponse très courte à une question très simple qui est justement la question du moment, c'est pourquoi collaborer? Donc en une première phrase qu'on développera après, pourquoi vous vous êtes engagé dans des formes de collaboration? Donc Marion. Bonjour, pour les collectivités que je représente, c'est parce que c'était une nécessité citoyenne exprimée par les gens lors de la dernière campagne. On a constaté que la politique se faisait différemment, devait se faire différemment et devait ensuite se vivre différemment. Ça a été pour nous, la vraie question c'était comment allons-nous collaborer et co-construire, coproduire les politiques publiques, puisqu'on n'est pas encore dans la co-gestion, et ça c'est peut-être l'étape d'après. Donc c'était vraiment une aspiration de la part des citoyens de pouvoir s'investir plus dans leur politique publique, en amont avant, pour le vote, en choisissant plutôt des programmes qui leur convenaient, mais surtout après dans l'exécution et dans l'écriture des politiques publiques. La gestion c'est une autre phase. C'est une phrase assez longue, mais... Alors je vais essayer de me plier à l'exercice et je vais reprendre une petite lecture là, pour être très court justement d'un paléontologue, donc j'ai oublié le nom, et en fait qui a dit, et ça s'applique tout à fait au cas qui me concerne pour GRDF, il a dit collaborer n'est pas obligatoire, virgule, la survie non plus. C'est pas Yves Coppens qui a dit ça. Nous, c'est tout simplement pour changer un modèle qui nous paraissait complètement aberrant,
Et on se disait qu'en collaborant, on aurait plusieurs cerveaux et que de là sortiraient les meilleures idées. Je vais reprendre une petite phrase, alors vu qu'on est dans la petite phrase choc, souvent on dit tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Donc pour nous ça s'applique réellement sur ce projet-là. Et puis nous pourquoi on a collaboré, c'est tout simplement parce qu'il fallait être assez lucide sur les compétences qu'on avait, celles qu'on n'avait pas, et celles qu'on devait chercher avec d'autres partenaires. Vous gardez le micro. Donc, investissement citoyen pour survivre, pour regrouper les cerveaux, pour aller plus loin avec plus de compétences. Bon, maintenant, vous avez le droit d'aller un peu plus en détail sur qu'est-ce qui vous a amené à collaborer. Qu'est-ce qui nous a amené en fait, on est parti de ce projet. Donc, juste pour expliquer en quelques secondes, parce que sinon c'est pas très intéressant, mais c'est quoi le météo marketing? C'est une fois, moi dans ma voiture, tôt le matin sur BFM, qui écoute un directeur marketing d'une grande marque de boissons alcoolisées, qui explique sa marque est météo sensible, et qu'en fait, on a beau faire avoir la meilleure logistique du monde, le plus beau packaging, le meilleur marketing, la meilleure communication, en fait, toutes les ventes sont régulées par les variations météorologiques, et il explique que cette marque de bière voit ses ventes exploser de manière complètement irrationnelle à partir de 22 degrés, et que chaque degré supplémentaire générait 2% de CA additionnel de manière mécanique chaque année, jusqu'à 29 degrés, où là les ventes s'écroulaient aux boissons non alcoolisées. Et donc je me dis, ce truc est simplement basique, mais d'une force absolue, et qu'est-ce qui se passe sur le digital? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Donc ça part de l'idée de se dire, on est des gens du marketing, on croit dans ce projet-là, donc on a envie de le faire aboutir. Donc c'est déjà le premier élément. Et après il y a un principe de réalité auquel on s'est confronté nous, c'est de trouver les bons partenaires qui avaient la compétence complémentaire, et là c'était assez compliqué, même si on a été beaucoup aidés, et c'est pour ça que je remercie Dominique, parce que c'est lui qui a permis, avec le cluster efficience industrielle, de nous connecter avec les bonnes personnes pour permettre d'opérationnaliser complètement le projet. Donc voilà, donc l'idée c'est de croire au projet et de se dire qu'il y a quelque chose à faire économiquement derrière, et si on peut le faire en région Auvergne avec des acteurs locaux, ce qui était le cas au début, ce qui est toujours notre croyance, on voulait essayer de le pousser à fond. Eh bien, nous, c'est parti tout simplement de... Voilà, on était persuadés que les personnes qui géraient notre entreprise, notre grand groupe, avaient des idées, certes, mais n'écoutaient pas suffisamment la base, n'écoutaient pas ceux qui font le quotidien, qui connaissent le travail, qui connaissent, pour nous, dans notre cas, la clientèle. Et on avait beau dire, voilà, il n'y avait rien qui changeait. Donc, évidemment, quand on a eu l'opportunité de reprendre l'entreprise, la première chose que l'on s'est dit, c'est qu'on va appliquer ce que l'on dit depuis des années. On a tout simplement appliqué ce que l'on disait depuis des années, et on s'est rendu compte que l'entreprise qui avait été mise en liquidation judiciaire, alors non pas parce qu'elle ne gagnait plus assez d'argent, pour d'autres raisons, mais retrouvait immédiatement sa clientèle, son chiffre d'affaires, et puis une envie de faire, une envie de collaborer au quotidien, de faire que les salariés d'abord s'impliquent plus, et plus envie de venir au quotidien, soient un petit peu plus satisfaits de leur quotidien, de leur travail. Alors, quelques mots d'abord pour décomplexifier le monde de l'énergie, parce que j'ai entendu tout à l'heure que nous étions le distributeur. Alors il faut que je corrige, nous sommes l'un des distributeurs. On est dans un modèle concessionnaire. Effectivement, la plupart des collectivités en France ont fait le choix de confier la distribution de l'énergie gaz naturel à GRDF, mais il y a des collectivités qui ont fait d'autres choix avec des régies et des distributeurs donc non nationalisés. Notre histoire, en fait, alors aussi on s'occupe que du réseau de distribution, c'est-à-dire on fait l'entretien, la maintenance, les investissements sur le réseau. On ne vend pas de molécules de gaz, c'est pas la peine de venir me voir à la fin pour le prix du gaz qui monte ou qui descend, ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre job. Et notre rémunération, en fait, elle est fixée donc par l'autorité de régulation qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie, qui fixe les tarifs sur les périodes tarifaires. Et en fait, c'est une sorte de péage à l'image de ce qu'on fait sur les autoroutes, voilà, pour le schéma global. Alors nous, on est dans un modèle, comme je viens de le dire, qui est de concession. Alors, ça serait intéressant d'avoir les échanges qu'on va avoir avec la collectivité sur le sujet. C'est-à-dire que c'est une collectivité qui nous concède la distribution du réseau, et puis on pourrait dire, on est dans un modèle qui n'est pas concurrentiel,
au-delà des 5% des distributeurs non nationalisés. Et donc, on a une mission de service public, on doit entretenir le réseau, voilà, puis ça pourrait s'arrêter là. Et justement, ça ne s'arrête plus là, parce qu'on a changé d'écosystème, d'environnement, et les collectivités, et puis les acteurs avec lesquels on est en contact, nous demandent plus. Alors le plus, on est dans un écosystème où on est le distributeur, il y a les collectivités, il y a les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui vendent des molécules de gaz, ils sont au nombre de 36, hein, on a tous en tête les majors que sont, alors je ne suis pas là pour faire la publicité, EDF, Engie, Total, Poweo, Direct Energy, je peux vous citer toute la liste. Et en fait, ne l'oublions pas, parce que c'est ça qui nous fait tous vivre, on a les clients finaux que nous pouvons être à titre individuel. Et ces clients-là, par exemple, nous ont dit, appuyés par le législateur, nous disent depuis des années, ça suffit qu'on ait des factures des fournisseurs sur index estimé, ça suffit qu'on soit dérangé tous les X mois pour la relève des compteurs, donc on lance des grands projets type compteur communicant pour qu'il n'y ait plus de relève, côté gaz, avec un autre sujet côté électrique qui n'est pas tout à fait les mêmes modèles. Et toutes ces choses-là mettent en évidence qu'en fait notre environnement il change. Et il change sur tout dépend de l'entreprise. Alors on est une entreprise qui a dans le passé eu un autre statut juridique, maintenant on est une société anonyme. Dans le passé on était un établissement public industriel et commercial, c'est-à-dire qu'un actionnaire majoritaire qui était l'État, c'est plus le cas maintenant. Et donc en fait on est un peu plus soumis à ces évolutions d'écosystème. Et donc sur l'innovation, sur les services qu'on doit déployer, eh bien on est appelé à changer. C'est une nécessité absolue. Et donc on essaie de le faire dans plein de sujets. Je m'occupe particulièrement de R&D et d'innovation. Et compte tenu du fait que notre cœur historique de métier, c'est la relation justement avec l'autorité concédante, et bien on regarde à l'échelle des tissus économiques locaux comment on peut accompagner la collectivité et les acteurs économiques locaux. On a parlé tout à l'heure d'Épicentre, voilà, ça nous semblait être une évidence de travailler avec Épicentre pour ce que ça développe en termes d'innovation. Sur d'autres territoires en France, on regarde, vous savez qu'on est très engagé pour décarboner notre énergie et faire de plus en plus de la méthanisation, c'est-à-dire utiliser nos ordures ménagères, les boues de stations d'épuration pour produire du gaz. J'ouvre une parenthèse pour dire que cette énergie-là aussi permet de créer et de stocker l'électricité. J'en reparlerai en aparté pour ceux que ça intéresse. Ça fait penser à d'autres choses. Et on essaie de faire de l'économie circulaire. Donc, par exemple, sur Orléans, je suis en train de travailler avec Emmanuel Collin, qui est là, qui est en MBA à l'EM Lyon, qui m'accompagne. On travaille sur un modèle de Living Lab où on va pouvoir intervenir sur une autre association qui s'appelle Les Champs du Possible, pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec des agriculteurs, pour les accompagner dans leurs travaux. Et la forme du Living Lab qu'on veut mettre en place, c'est un lieu de coopération, alors qu'il soit physique ou virtuel, mais où chacun va pouvoir à la fois exposer ses craintes, ses peurs, et puis identifier ce qu'il attend du groupe avec lequel il va collaborer. Ça me semble être le sujet très important. Alors pour nous, c'est très difficile parce qu'on a une culture, j'allais dire, pyramidale. Quand je suis en petit comité, je dis paramilitaire, c'est-à-dire que pour faire quelque chose, il faut demander à son chef. Et donc, il faut changer tout le mindset de l'entreprise pour prendre ses initiatives et aller vers le territoire. Merci. Pour ce qui est de la collectivité, ça a été dit à l'instant, le monde a changé. Donc, ça a évidemment eu un impact sur les entreprises, les salariés, les citoyens, et également, peut-être un peu à rebours, mais sur les collectivités et sur les modes de fonctionnement. La collectivité, pourquoi elle veut collaborer? Parce qu'il y a des choses, en tout cas à Clermont-Ferrand, sur lesquelles on n'a pas transigé depuis tout le temps. On a des services publics assumés par la municipalité, décidés par la municipalité. Exemple, nos cantines, elles sont à 100% publiques. Il y a d'autres collectivités, comme notamment à Paris, où il y a beaucoup d'ailleurs de scandales récemment, qui ont décidé de confier ça au privé. Donc il y a des choses qui relèvent du service public, qui sont municipalo-municipales. Et on s'est aperçu que cette culture très ascendante, des services avec des chefs de service, c'est pareil que dans votre culture, avec des élus décident que ça avait touché à son terme, que les citoyens avaient envie de s'emparer du sujet. Longtemps, la réponse aux citoyens, ça a été vous avez qu'à rentrer en politique, puis vous avez qu'à vous faire élire, et puis vous ferez avec nous.
Et donc ça a été longtemps la réponse d'une municipalité aux citoyens. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'organisations qui faisaient. Alors longtemps, on a accompagné les associations, mais d'une manière toujours très ascendante. Ah bah très bien, votre projet nous intéresse, on vous donne de l'argent et faites. Et puis après, au début de ce mandat dans lequel moi j'exerce, on a eu la SCOP qui s'est montée, c'est d'ailleurs un des premiers investissements de la métropole, et c'était, on a besoin de financement, mais on veut aussi que vous participiez, que vous vous intéressiez vraiment au sujet, parce que ça a un impact territorial. Donc pourquoi on a collaboré? Parce qu'on savait aussi que ça avait un impact social, un impact territorial, environnemental du coup indirectement. Et puis ensuite, il y a d'autres groupes qui sont arrivés avec de nouveaux outils aussi juridiques. La SIC, ça n'existait pas beaucoup. Il y a des choses qui ont plus émergé, qui sont revenues. Les coopératives, ça a longtemps existé, mais qui sont revenues un petit peu dans les esprits des organisations. Les citoyens ont arrêté simplement de faire que des associations. Ils ont réfléchi à des outils. Et donc, pourquoi nous, on a décidé aussi de collaborer? Parce qu'en fait, un agent de la municipalité, il est fonctionnaire territorial, il est formé, ça c'est d'ailleurs une question qu'il faudra se poser, pour accomplir une tâche administrative. On ne peut pas lui demander de réfléchir à un écosystème qui n'est pas forcément le sien, et qu'on avait besoin nous aussi d'innover pour répondre au mieux aux nouveaux besoins des citoyens hors service public que j'appellerais régalien, c'est-à-dire voilà. Et encore maintenant aujourd'hui on réfléchit à de nouveaux modèles pour plus associer les parents d'élèves dans les écoles, pas simplement écouter ce qu'ils disent, enfin. Donc pourquoi on a voulu collaborer? Parce qu'on a besoin d'innovation pour répondre de manière encore plus fine aux attentes des citoyens, tout en les faisant participer aussi à la réflexion. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, pourquoi collaborer, c'est pas juste nous qui allons vers les autres, c'est aussi les citoyens qui doivent s'approprier, par exemple pour le budget participatif, les enjeux d'un budget. Qu'est-ce qu'un budget d'une ville? On peut venir avec des projets, mais il faut trouver les financements. Donc, quelles sont les contraintes? Comment on élabore un budget? Et c'est aussi un échange qu'on souhaite mettre en place. Alors en participant à des outils, en mettant en place d'autres outils comme le budget participatif, et en essayant d'écouter les bonnes idées des uns et des autres, avec toujours la volonté pédagogique d'expliquer les contraintes d'une ville, et d'essayer de faire bouger un paquebot, parce que c'est pareil que chez vous, métropole ou ville, on ne bouge pas une ville, même en 6 ans, avec des objectifs très clairs énoncés par le maire dès le début. C'est très compliqué parce qu'il y a une culture de la transversalité et de la collaboration qui n'est pas forcément celle des fonctionnaires, pas forcément celle des élus. Et il faut convaincre, reconvaincre petit à petit, et donc parler des projets et parler de l'intérêt de ce que vous avez dit, qu'on est meilleur, on va plus loin ensemble, même si parfois on va plus vite tout seul, et que parfois il faut mieux être la tortue que le lièvre pour aboutir à une politique publique concrète et utile pour le maximum de gens, pas pour tout le monde, parce qu'on n'est jamais efficient pour tous. Alors, vous avez commencé à répondre un petit peu à la question suivante en même temps que vous répondiez au pourquoi, mais est-ce que vous pouvez les uns et les autres parler un peu plus précisément de ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, comment ça se passe? Comment vous collaborez? Quelle collaboration vous mettez en place les uns et les autres? Et comment ça se passe au quotidien? Voilà. Du coup, je continue. Donc la métropole déjà a mis en place, s'est approprié dès le début du mandat les SIC, qui était un outil juridique nouveau. Donc Epicentre a été je pense, la première SIC dans laquelle la métropole a pris sa part. Donc on est arrivé avec des sous, mais une place au conseil d'administration comme tous les autres, avec du coup des réunions, une implication, des choix à faire, enfin beaucoup de choses qui pèsent sur la personne qui est désignée par la métropole. Et c'est pas juste on a donné temps et puis maintenant ils font leur vie, avec un véritable enjeu, mais sans être majoritaire en disant allez, la prochaine fois, je te coupe la subvention si tu fais pas comme ça. C'est quoi? Société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est passé donc, sur ce modèle-là. On a mis en place le budget participatif. Donc on a été assez lent pour le faire, justement parce qu'on a voulu faire œuvre de pédagogie avant. Pas juste dire on donne 1 million d'euros, venez avec vos projets, et puis voilà, les projets qui recueilleront le plus de votes seront les projets que l'on financera.
Il y a eu tout un tas de réunions avec les porteurs de projets pour leur expliquer les contraintes d'un budget, pourquoi, dans quel cadre, pourquoi on ne pouvait pas mettre 2 millions, pourquoi on mettait 1 million, pourquoi on avait augmenté les impôts une fois, mais après on n'avait pas augmenté les impôts, l'impôt, ce que ça rapportait, ce que ça ne se rapportait pas, etc. Pour expliquer aux gens aussi que ce n'est pas des choix qu'on fait comme ça en disant bah, tiens, on va augmenter les impôts. Donc il y a eu vraiment cette volonté. C'est pour ça qu'on a été assez lent par rapport à d'autres villes qui ont juste ouvert un peu les vannes. Voilà. Ensuite, on a aussi on collabore avec les états généraux, les Grenelles, enfin les assises, tout ce que vous avez pu voir passer. Je pense au plan éducatif ville, c'est-à-dire que longtemps, les services de la ville, le plan éducatif, avec les directeurs d'école et les élus se réunissaient puis disaient on va faire ci, on peut faire ci, etc. Là, le plan éducatif ville, ça a été ouvert très largement sur plusieurs années pour vraiment faire des assises avec des parents d'élèves, des gens qui n'ont pas d'enfants, qui viennent donner leur avis aussi sur l'école, il n'y a pas de raison. Voilà, ça n'a pas été simplement le représentant des parents d'élèves de la telle association convié dans le bureau de l'adjointe pour débattre un peu. On a essayé de mettre en place ces plans, ces assises, et ça a été plutôt bien suivi par les Clermontois, même si ça demande tout le temps un peu d'investissement de la part des citoyens, mais en même temps c'est aussi une demande citoyenne. Donc on a fait les assises de la mobilité, les états généraux de la culture, le plan éducatif ville et d'autres les assises de la jeunesse, et on a constaté qu'aux assises de la jeunesse, aucun jeune n'est venu, par exemple. Donc pourquoi collaborer? Parfois parce qu'on en a envie, mais en face, il n'y a pas le répondant. Donc on se dit que si on est les seuls à avoir envie de collaborer sur la définition d'une politique publique, c'est aussi problématique. C'est que, là ça rejoindra la table ronde de ce soir, de cet après-midi, c'est quels sont les relais pour collaborer, comment collaborer. Et on voit qu'en matière de jeunesse, c'est les assises qui ont le moins bien marché, parce qu'on n'a plus de relais pour s'adresser aux jeunes qui seraient concernés par nos politiques publiques. Ils ne sont pas tous la ville et la métropole. C'est pas le département, c'est pas la région, et là les gens s'y perdent un peu, c'est peut-être aussi ce qui empêche la collaboration utile. Alors je vais essayer d'imager le propos avec probablement 2 exemples. Alors je vais volontairement en faire un qui est polémique, mais c'est pour imager le propos, et je vais vous parler rapidement du déploiement des compteurs communicants. Le législateur a décidé, donc il y a quelques années, d'imposer donc à tous les distributeurs, quelle que soit l'énergie, de déployer des compteurs communicants, donc à la fois pour des problèmes de facturation, comme je le disais tout à l'heure vis-à-vis des fournisseurs, et puis aussi en termes de service, pour pas qu'on ait cette relève là cyclique. Voilà. Pour ce qui concerne donc, vous avez donc 2 projets, Linky d'un côté pour les électriciens, Gaspard pour le gaz. Quand on regarde avec le recul ce qui s'est passé sur ces 2 projets, je ne sais pas s'il y a des salariés d'Enedis dans la salle ou d'EDF, on a un taux d'acceptation des 2 projets qui est bien différent, bien différent. Je suis sûr que si vous avez posé la question d'une autre manière en vous questionnant sur est-ce que vous avez entendu parler d'un projet de déploiement des compteurs communicants qui vous chatouille, vous m'auriez cité sans aucun doute Linky et pas Gaspard. Alors il y a une première raison à ça, c'est que le volume de compteurs déployés n'est pas le même. On n'a que 11 millions de clients concernés en gaz, alors que l'électricité est partout, donc c'est une première raison. Mais la deuxième, c'est qu'on a fait un travail de collaboration bien supérieur à celui qu'a fait notre cousin électrique. Et on a travaillé pendant 3 ans à travailler avec les pouvoirs publics, les associations de consommateurs à l'échelon national, à l'échelon régional, à l'échelon local, avec les agences de maîtrise de l'énergie, avec les ADIL, avec des comités de quartier, et on a expliqué avant de déployer notre projet pendant 2 ans. Et à la fin, eh bien, en fait, on s'aperçoit que tout ce qui est du domaine de l'irrationnel, du type les ondes, la surveillance, Big Brother et ainsi de suite, eh bien, chez nous, ça a disparu. Et on a un taux de refus qui reste, c'est normal pour tout comme ce type de démarche, qui reste mais insignifiant. Et chaque fois qu'on pressent d'ailleurs qu'il va y avoir le moindre problème sur le sujet, d'abord par rapport à nos cousins, eh bien, le refus
Et quand on dit ça à quelqu'un, le refus c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on le dit, vous avez le droit de refuser, et on explique, et tout de suite ça évacue quasiment le refus, voilà. Donc c'est un changement de posture, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'interlocuteur, et donc du coup on a déployé, et on en est à plusieurs millions de compteurs déployés, les électriciens aussi, mais avec d'autres problèmes rencontrés, et tout ça parce qu'on a mis en place une démarche de concertation, collaboration dans le passé. Voilà. Donc ça paye, c'est instructif. À un autre échelon, à l'échelon local, je pourrais citer ce qu'on a fait sur Clermont, n'importe quelle autre ville, dans le domaine de notre cœur de métier, par exemple sur la méthanisation. On pourrait avoir des gens qui viennent, notamment des porteurs de projets, des agriculteurs qui tapent à notre porte en disant ben voilà, moi j'ai surplus des boues, des lisiers, ou bien des gens qui font des cantines scolaires par exemple, qui viennent nous voir en disant ben, j'ai un projet de méthanisation, il y a un porteur de projet, et on pourrait avoir un traitement régalien, parce que c'est d'une émission que nous a confié le régulateur, dire ben voilà, nous, quel est notre job, c'est faire un poste d'injection. Alors, dire oui c'est possible, c'est pas possible en fonction des capacités du réseau. Particularité du réseau, c'est-à-dire qu'on est plus capable d'accepter du gaz vert l'hiver parce qu'il y a plus de consommation que l'été où on ne sait pas trop quoi faire. Si ce n'est que notre réseau a la capacité d'absorber parce qu'on comprime. Voilà. Donc on pourrait avoir un traitement régalien, c'est-à-dire bah oui, on construit le pot d'injection, tel coup, et ainsi de suite. Un poste d'odorisation, il faut savoir que le gaz naturel ne sent rien et on l'odorise justement pour pouvoir l'identifier. Et on pourrait se contenter de ça. Mais en fait, on va plus loin, on travaille autour, en accompagnant les porteurs de projets, en regardant le porteur de projet, comment on va pouvoir lui mettre en évidence en fait quel dispositif financier il peut obtenir pour monter son projet, quels sont les autres acteurs économiques qu'il pourrait trouver autour dans le territoire concerné, parce qu'on s'aperçoit qu'au final, on optimise d'une part nos installations, et puis en termes de sens client, d'économie circulaire, d'ancrage territorial, c'est un bénéfice net pour nous et pour les acteurs du territoire. Donc on essaie d'engager. Alors bien entendu, on a déjà fait la remarque sur le sujet, ça prend beaucoup plus de temps. Ça mobilise beaucoup plus d'acteurs. Moi qui suis un certain nombre de ces démarches-là, ça demande autant d'énergie à l'interne pour convaincre mes collègues qu'à l'externe pour convaincre les porteurs de projets et les partenaires. Mais quand une opération se termine de la sorte, tout le monde est en fait satisfait du résultat et c'est ça qui compte parce que ça construit les briques de l'avenir et d'autres collaborations et puis de la continuité des services rendus dans le temps. Alors, juste pour faire une transition, vous parliez de collaboration. Donc, on a vu deux exemples de collaboration qui sont plutôt tournés vers l'extérieur, mais vous avez parlé aussi de ce qui se passe en interne. Et donc, on va passer la parole à Martine Lebeau, qui va parler de collaboration à l'intérieur d'une entreprise, ce qui est peut-être un peu différent, mais pas tant que ça finalement, je ne sais pas. Oui, c'est une évidence. Nous, on collabore entre nous. Voilà. Nous, il y a une chose qui s'est passée, c'est qu'on n'a pas eu le choix de reprendre l'entreprise. C'est pas une belle idée, on ne s'est pas concerté, on ne s'est pas rencontré comme ça autour d'une idée. Quand l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire, il a fallu réagir. C'est où on était chômeurs et la librairie était fermée, où on faisait quelque chose. On est 12 à avoir eu envie de tenter quelque chose. Et pourtant, Dieu sait qu'on n'avait pas grand-chose en commun. On s'est très vite rendu compte qu'on ne se connaissait pas, voire qu'on ne s'aimait pas, et je le dis, mais c'est très honnête. On travaillait ensemble, on n'avait pas le choix. Tout de suite, la première des choses qui est arrivée, c'est qu'on s'est rendu compte que si on ne faisait pas un travail sur nous-mêmes, si on n'apprenait pas à se parler, si on n'apprenait pas à collaborer ensemble, eh bien cette belle idée de reprendre l'entreprise allait capoter très très vite. Donc on a travaillé avec des coachs, on a travaillé sur nous-mêmes, ça nous a beaucoup perturbés, ça n'a pas été simple et ça aurait pu être un des freins à ce que l'entreprise soit reprise par les 12. Bon, une fois qu'on a franchi ce cap, on a appris à travailler ensemble. Alors il y a toujours des hauts, des bas, parce qu'on reste quand même un collectif avec des caractères, des individualités, des égos. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de convaincre ou de faire venir des gens en interne que
je trouve que la scope à l'extérieur, elle fait un peu rêver. Bon, ben, quand on est à l'intérieur, ça fait beaucoup moins rêver. C'est moins facile, hein, c'est du travail quotidien. On a redémarré à 12. Notre projet, c'est d'ouvrir le capital, bien évidemment, au maximum de salariés qui ont envie de s'impliquer. Mais à chaque fois, il faut recommencer, il faut ouvrir le cercle, il faut refaire de la pédagogie, il faut réexpliquer le projet, d'où on vient, ce que l'on veut. Et puis, il faut intégrer ces nouvelles idées qui bousculent le quotidien des 12 premiers, parce que nous, on sait ce qu'on veut, voilà, on l'a décidé une bonne fois pour toutes. Mais les autres ont des nouvelles idées. Donc, il faut apprendre à collaborer, il faut apprendre à faire ensemble. Mais en même temps, c'est passionnant. Hein, je reconnais que c'est pas simple, mais c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est le plus compliqué. C'est faire ensemble, c'est faire prendre. Alors, il y a aussi souvent le problème, c'est que tout le monde a envie d'eux. Tout le monde a des idées, tout le monde a envie d'eux. Mais après, il faut travailler. Il ne faut pas juste jeter des idées et puis dire, toi, tu vas le faire. Il faut s'y coller, faut travailler en plus, c'est des heures, c'est des réunions, c'est des projets, c'est du travail personnel que l'on met en commun et on va débattre dessus et après on prendra une décision en fonction de ce qui aura remporté l'unanimité ou du moins le plus grand. Voilà. Donc c'est ça, la difficulté c'est collaborer au quotidien, c'est faire adhérer sans absolument vouloir convaincre. On défend tous notre idée, on défend tous notre petite... voilà. Mais en même temps, c'est entendre les arguments des autres, c'est changer d'avis, des fois en entendant un autre argument. Et je reviens à ce que je disais, moi je le dis souvent, j'avais 11 cerveaux au départ, plus le mien, et ça aide. Alors par contre, quand on en est à 19, 20, 22, des fois ça se bouscule un peu là-dedans, ça devient un peu compliqué. Donc il faut calmer le jeu, et il faut... faire en sorte que tout le monde ait conscience de la difficulté, effectivement, et puis faire en sorte que tout le monde qu'on arrive à un consensus sur le travail et ce qu'on doit faire. Juste une dernière question. Est-ce que ça veut dire que vous décidez tous ensemble, qu'il faut une unanimité ou comment ça se passe? Non, au quotidien, il y a bel et bien un gérant qui est élu par les autres. On est tous associés et le gérant, il est élu. C'est mon cas, j'ai été élu une première fois pour 4 ans, je viens d'être réélu pour 4 ans. Je gère le quotidien, je suis là pour ça. Si je veux acheter une photocopieuse, je ne réunis pas les 22 associés pour leur demander si je peux acheter une photocopieuse. Par contre, on se réunit, nous en principe une fois par mois, alors c'est difficile à tenir. Quand on était 12, on se réunissait tous les 15 jours, il n'y avait pas de problème. Quand on est passé à 19, on a dit oh, tous les 15 jours c'est lourd. On est passé à 1 mois et on s'est rendu compte que l'année dernière on avait 4 réunions. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui empêche de. Donc on revient à quasi une obligation de tous les mois. Parce que quand le groupe ne se réunit pas, on voit que ça se délite. Ça y est, on part un peu tous dans tous les sens, ça ne marche pas. Donc non, on se réunit et on discute. On a fait 2 fois un vote pour vraiment acter quelque chose. On s'écoute, on prend l'avis des uns et des autres et je prends la décision finale. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis 12 cerveaux et maintenant 22, parce que je prends l'avis de chacun. Chacun me nourrit pour prendre la meilleure décision. Moi j'ai un peu honte parce que c'est beaucoup moins collaboratif que vous, enfin beaucoup moins démocratique. Juste pour expliquer, parce que en fait, donc on est 3 organismes, donc et on alloue chacun un peu de temps qu'on prend sur d'autres activités quotidiennes. Donc typiquement quand on travaille sur ce projet, on ne travaille pas pour nos clients, on ne va pas chercher de nouveaux clients, on ne fait pas de RH, on ne fait pas de management, etc. Donc on est obligé d'être très focus sur les tâches de chacun et la roadmap à tenir. Donc nous, dans le cadre de notre projet de collaboration, il y a un lead, c'est Periscope, et c'est moi qui porte. Et donc du coup, n'ayant pas suffisamment le temps nécessaire pour travailler au quotidien sur le projet, on a des séquences extrêmement courtes, on se réunit chaque mois. On a une roadmap qu'on a faite sur 18 mois, qu'on a reséquencée en 6 mois, donc en 3 phases. Et dans chacune des phases, chacun a sa liste de travaux à gérer chaque mois. Et on se réunit chaque mois et chacun arrive avec ses travaux, ce qui n'empêche pas de générer d'autres réunions intermédiaires si on a besoin, de se challenger. Mais en tout cas, c'est moi qui décide du coup.
Et on applique, parce que sinon on ne peut pas porter ce genre de projet, sinon c'est levé de fonds, c'est tout ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est un autre modèle en tout cas. Et moi, juste pour revenir, mon souci n'a pas été celui de savoir, de décider ou quoi que ce soit, mais c'est un problème culturel nous, qu'on a eu parce que je ne sais pas parler le mathématicien. Donc j'ai mis 6 mois à comprendre, à me faire comprendre du laboratoire, à ce que le laboratoire comprenne mon besoin. Et avec Fimeka qui est entre les deux, on se comprenait sans se comprendre et on avait du mal à répartir convenablement tout ça. Et j'aurais eu une entreprise allemande et une entreprise espagnole, j'aurais les mêmes contraintes en fait. C'est là où je me suis rendu compte qu'on était à côté, on parlait la même langue et pourtant on ne parlait pas le même langage. Et ça c'était extrêmement dur de comprendre l'autre et de se dire qu'on n'a pas la science infuse et qu'on n'a pas l'intelligence et qu'il faut comprendre l'autre, le mindset de l'autre, adapter son langage, parce que en fait, finalement, on n'avait pas une vue universelle du projet dans sa phase opérationnelle. Les grandes lignes, quand je vous explique le projet, tout le monde le comprend. La météo a une influence sur nos comportements, donc voilà. Oui. J'ai quand même une question. Comment, quand vous avez présenté le projet donc, à ses partenaires, comment ça a été reçu? C'est l'enthousiasme? C'est la méfiance? Comment ça se passe? On a mis super longtemps à trouver des gens à 800 mètres de chez nous, ce qui est complètement dingue. C'est parce que... Non mais, je le dis parce qu'on a une personne à la région, alors, anciennement région, Auvergne, Virginie Squisato, qui nous a aidés, qui a dit c'est un bon projet, il faut le pousser. Elle nous a présenté énormément de personnes et à chaque fois c'était pas bon. Alors on passait de service d'un labo, d'un truc, c'était un truc de dingue. J'ai failli abandonner. Ça a duré au moins 1 an. Pas bon parce que c'était pas les bonnes compétences ou Exactement. des gens qui... Oui, d'accord. C'était un problème de trouver la bonne compétence et donc malgré la bonne volonté de ces personnes qui nous aidaient, on rencontrait du monde et à chaque fois on se disait bon bah en fait non, on peut pas travailler ensemble. Et on a fait une petite présentation de notre projet à la région. Il y avait un énorme séminaire avec que des gens extrêmement brillants et moi. Et donc j'explique le projet, et Dominique était là, il m'a dit moi j'ai les bons interlocuteurs. Comme quoi c'est toujours bien d'aller rencontrer du monde parce que toujours des bonnes surprises. Et c'est là où Dominique m'a dit nous on a un cluster, on a des compétences complémentaires, le projet est bien, on y croit et donc on va essayer de monter quelque chose de solide ensemble. Donc c'est parti là-dessus. Donc déjà 1 an, peut-être même 18 mois à trouver des gens à côté de chez soi. Donc, et je ne dis pas que c'est la faute des autres, hein. C'est aussi la nôtre de ne pas être capable de s'ouvrir en dehors de nos métiers à nous. Et comme tout le monde en plus dans l'écosystème se voit comme des concurrents, ça limite les échanges, donc on a besoin nous de s'ouvrir absolument sur d'autres métiers, d'autres cultures et d'autres types de projets, ça fait du bien, ça nous re-challenge et ça donne beaucoup d'humilité. Et après c'était ce problème de culture et de langage qui était vraiment, nous, la plus grosse problématique, c'est expliquer à quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui maîtrise une compétence que je n'ai pas, et avec mes mots, de lui expliquer mes contraintes, mes enjeux, de prioriser la démarche et de l'opérationnaliser. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux, je me suis mis au niveau sur un certain nombre de sujets aussi que je ne maîtrisais pas, mais ça pose de manière globale, et si on remonte un peu plus loin, sur les problèmes de compétences. On parlait de silos dans les entreprises, dans les collectivités. Aujourd'hui, je pense que le monde bouge. C'est bateau de dire ça, mais le vrai impact qu'on a sur nos métiers, c'est qu'on a aussi des filières en silo dans l'éducation, et du coup, au final, un gars du marketing parle le marketing, un littéraire parle le littéraire, un scientifique, voilà, mais ces gens-là ne savent pas parler le double langage, et je pense qu'on aura besoin de parler plusieurs langages très très rapidement pour pouvoir affronter le monde de demain. C'est beau, hein, mais... Donc ça veut dire que finalement tous les projets de collaboration, que ce soit en interne ou en externe, rencontrent ce type de difficulté de pouvoir parler, communiquer entre des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes compétences. Est-ce que les uns et les autres, alors vous avez déjà commencé à répondre à ça spontanément, mais quelles sont les difficultés ou les freins que vous avez pu rencontrer à différents niveaux dans vos expériences ? Je suis tout à fait marquée par ce que vous venez tous les deux de dire. Il y a 2 choses que je remarque et qui concernent la collectivité. Le problème du langage. On a monté, tout à l'heure je ne l'ai pas cité, parce qu'on a monté le Centre d'innovation sociale. On participe, nous, Métropole, au Centre d'innovation sociale. Le Centre d'innovation sociale, c'est 3 secteurs. Secteur public, les collectivités, académique, l'université, et économique, le monde de l'entreprise. Ça va de l'auto-entrepreneur à un grand patron. Enfin. Et on s'est rendu compte dans les premiers échanges que personne ne comprenait l'autre.
Alors nous encore moins peut-être, mais enfin, nous on s'exprimait avec un langage visiblement politique, d'autres s'exprimaient, alors moi ça fait 2 fois que vous dites les mind steps, par exemple, je ne sais pas ce que c'est, je comprends du contexte, mais... Et on a intégré à la collectivité un chercheur, Geoffrey Vola, depuis 3 ans, qui fait sa thèse sur la coproduction des politiques publiques et qui m'a beaucoup aidé à essayer d'arrêter de me parler un langage que les autres ne comprenaient pas. Et en même temps, quand je vois les universitaires et les chercheurs, parfois je suis là, un peu comme vous, disant je n'ai pas compris le début de son analyse, donc je ne veux pas comprendre la fin. Donc ça, le langage, on se rend compte que c'est la communication entre nous, on veut bien collaborer. Pourquoi collaborer? Parce qu'on en a envie, parce que c'est obligatoire, parce que c'est une aspiration des gens, des citoyens, une volonté, parfois parce que c'est imposé, comme chez vous, Martine. Mais c'est le comment collaborer, c'est comment déjà on pose un terreau commun avec sujet, verbe, complément, que chacun puisse comprendre. Trouver le temps de le faire et trouver les modalités pour le faire. Et puis ce qui ressort quand même de nos interventions, je trouve, et c'est un des freins aussi, c'est que, sans vouloir reprendre Jacques Chirac, mais un chef c'est fait pour cheffer. Et il y a un chef qui chef, il y a une chef qui chef. Nous, in fine, il y a quand même un chef qui chef, hein, le maire... le président de la métropole et le maire, il doit aussi donner son accord, hein, c'est pas parce que c'est partager, collaborer, etc. Il y a aussi une vision politique, hein, c'est pas je laisse dans la nature une grande idée et puis faites-en ce que vous voulez, parce que derrière il y a son avis, son opinion, il a été aussi élu pour ça, les gens ont voté pour lui pour quelque chose, donc un chef c'est fait pour cheffer, et le problème c'est que quand on est dans cet espace collaboratif, on attend quand même le chef. Moi, je me suis aperçue de ça, et je le fais moi-même. Dans le centre d'innovation sociale, on est 3 coprésidents. Il y a une présidente qui prend plus le pas, parce qu'en fait, on se décharge un peu. C'est un peu humain, je pense. Et ça, c'est un vrai frein. C'est de savoir collaborer, poser les jalons, mais in fine, il faut trancher, avoir le courage de dire non aux autres, avoir le courage de dire à un projet que finalement, même s'il est partagé, c'est peut-être pas la bonne direction. Enfin, c'est pas facile de vivre un collectif, quoi. Et de plus en plus, on est dans le collectif. Et il y a aussi des gens qui sont pas à l'aise dans le collectif. Et ça, c'est difficile de venir prendre la parole de ces gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce que, en dehors des freins du langage, il y a des freins personnels, de la timidité. Donc il faut aussi mettre en place d'autres systèmes de régulation pour pouvoir avoir la parole de tous, et que chacun libère sa parole. Et ça, c'est de la méthodo qu'on improvise. Nous, en tout cas, à la métropole, on essaye maintenant de plus en plus de s'appuyer sur des structures qui nous accompagnent pour recueillir la parole. Mais il y a de plus en plus de besoin de pouvoir comprendre ce que veut l'autre et de pouvoir verbaliser ce que l'on souhaite. Et ça, c'est un vrai frein, c'est de comprendre ce que veut l'autre. Et après, on met en place. Alors là, quand on est sur la mise en œuvre, ça roule, mais c'est s'approprier les sujets des autres. Moi, ce que je trouve difficile aussi, c'est que tout le monde n'a pas... Nous, on parle beaucoup d'autonomie. Hein, voilà, on a donné une grande autonomie aux salariés. On leur a confié un rayon. C'est une boutique dans la boutique. Ils ont le carnet de chèques ouvert. Ils font ce qu'ils veulent. Ils proposent des idées, des animations. Enfin voilà, on pourrait dire qu'il y a plusieurs petites librairies dans la librairie. Et on s'est très vite rendu compte quand même que certains qui ont été recrutés par une SCOP, on leur a expliqué le projet, on leur a expliqué le mode de fonctionnement, eh bien assez vite, pour certains, il y a un flottement parce qu'ils ont besoin d'un chef. Ils ont besoin de quelqu'un qui va un peu leur tenir la main, qui va leur donner des consignes de travail, alors qu'on ne veut absolument pas de ça, nous, on n'a pas de hiérarchie, on veut absolument plus ce genre de système. Mais c'est compliqué, alors il faut reprendre, il faut refaire un peu de pédagogie, et pour certains, c'est pas possible. Ce sont d'excellents collègues, d'excellents salariés, mais voilà, ils resteront bel et bien salariés, ils ne franchiront jamais le cap du sociétariat, ce ne sera pas les futurs associés de demain. Il y a aussi cette réalité, c'est pas si simple de collaborer, c'est pas si simple de prendre le pas, c'est pas si simple de donner son avis. Il y a aussi des gens qui sont effectivement plus timides, il y en a qui ne parlent jamais en réunion. On a beau donner la parole, faire un tour de table, dans le tour de table, c'est comme toi. Mais non, mais c'est pas ce qu'on veut, on voudrait que tu t'exprimes, donne ton opinion, même avec trois mots, mais donne une opinion. Et ça, c'est pas si simple.
on a exactement les mêmes problématiques, de droite à gauche, sans mauvais jeu de mots. Désolé. Voilà, c'est ça. On a exactement les mêmes problématiques et en plus avec une acuité, à mon avis, plus importante. On est dans une entreprise, on manipule une énergie qui peut poser quelques problèmes. Donc le poids du prescrit, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, les procédures, notamment avec notre métier de distributeur de gaz naturel, de construction du réseau, de maintenance, tout ça, tout est régi au millimètre. Et pour autant, on doit garder la capacité d'analyser une situation pour prendre la meilleure décision à l'instant T. Donc ça fait 50, 60 ans qu'on martèle. Et on se retrouve à dire, ben voilà, l'environnement change, vous allez pouvoir faire ci, faire ça, tout ça. Alors nous aussi, on a des chefs qui chefs, il y en a des quantités, il y en a même dans les placards encore. Alors il faut arriver, et donc on est persuadé que le problème c'est la culture, et il faut changer la culture. Et donc on introduit des touches de changement culturel. Exemple, on décidait pour notre démarche d'innovation participative de faire des challenges, et puis les lauréats, c'était les chefs qui décidaient si les idées proposées c'était les bonnes ou c'était pas les bonnes. Et hop, on tourne le truc. Et on dit, c'est pas les chefs qui vont décider si l'idée est bonne, mais pourquoi ce ne serait pas les salariés qui composeraient le jury? Voilà, c'est une idée de changer le mindset. Pire que ça, on va dire, on fait notre petit truc à l'interne, et puis à la fin, le jury, c'est des gens externes qui vont dire valider nos idées ou pas. Les gens qui nous regardent, ça va pas bien, ils connaissent rien, tout ça. Oui, mais ils ont un avis sur le sujet. On change le truc. Plutôt que de récompenser les gens qui sont lauréats de nos parcours innovation, avec un chèque cadeau, avec un bon d'achat, je ne sais quoi, on va leur dire, on va vous offrir la possibilité de vous ouvrir sur autre chose, d'aller voir autre chose. Et là, on se dit, tiens, il y a des choses qui sont formidables, je pense au TEDx, et on leur dit, voilà, vous allez participer à ça pour aller vous ouvrir l'esprit sur autre chose. Alors au début, on se dit, mais on va plus leur donner un chèque cadeau. Non, on va pas leur donner un chèque cadeau, ils vont aller participer à TEDx avec d'éminents représentants de ces manifestations. Et puis le chemin faisant, on a organisé par exemple notre premier TEDx entreprise là, il y a un mois. Il faut dire qu'on chemine petit peu comme ça, et les bénéfices, ce qui est compliqué, c'est que les bénéfices, ils ne se mesurent pas. On n'est pas capable de créer un indicateur, de dire j'ai avancé, j'ai pas avancé. Et donc il faut polliniser, il faut faire du pandémique là, pour arriver à, par petit cercle, changer l'état d'esprit pour dire on existe, on a un avis, on a du mal à le donner, mais pour autant on peut ouvrir la bouche et puis dire ce qu'il en est quoi. Donc c'est un travail culturel de tous les jours et de longue haleine. Juste un petit point sur le chef, il est là pour cheffer. Et juste pour dire un petit sujet qu'on n'a pas abordé mais qui est important aussi, c'est-à-dire que quand on collabore, en tout cas dans un milieu privé, tout le monde voit ça comme un partage de risques. Et il faut le voir aussi comme un partage de richesse. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un devoir de réussite plus fort, je trouve, que quand c'est encore son entreprise et ses salariés. C'est-à-dire que chaque mois, il faut payer ses salariés, etc. Donc c'est déjà un fardeau depuis 20 ans. Mais au-delà de ça, quand on agrège deux autres partenaires qui viennent, qui s'investissent et qui passent du temps à vos côtés et qui croient dans le projet, vous avez encore plus un devoir d'être un bon chef parce que vous devez démontrer à d'autres personnes sur lesquelles vous n'avez pas de poids particulier, vous êtes capable de les entraîner dans un nouveau projet et de faire de ce projet une réussite parce qu'ils ont eux-mêmes engagé du temps et c'est pas du temps que vous leur payez. Donc à un moment, on a un devoir de réussite qui est encore accru, encore plus fort. Donc ça met encore plus la pression pour au-delà de son travail quotidien, de se dégager suffisamment de temps et d'énergie et tenir sur le long terme, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé sur ce projet. On est reparti pour un projet à l'échelon européen pour accélérer, ce qui est encore, alors là, pour le coup, si on veut parler de collaboration européenne, je pense que j'en pleurerais, mais voilà, on ne va pas en parler parce que c'est mal taillé. Mais en tout cas, il y a un devoir de réussite et je pense que c'est important de l'avoir. On ne partage pas que des risques ou de la connaissance, on doit partager aussi des gains, de la croissance et la réussite. Quoi. C'est encore plus vrai pour vous quand... Bah oui, justement, à chaque fois ça me fait réagir. Et il y a la notion de responsabilité derrière, parce qu'il y a un exemple
assez prégnant que j'aimerais vous livrer. On collabore, on veut. Je reprends le budget participatif. Donc budget participatif, plusieurs projets, une quarantaine de projets lauréats. Les gens ont voté, etc. Donc là, on a été vraiment jusqu'au bout. Le maire, j'étais là, inaugure à Place de la Victoire un vote mégot. Donc voilà, les gens ont voté pour ça, une personne s'est lancée, un collectif s'est monté, etc. On a reçu que des messages, le maire, hein, donc qui emporte la responsabilité finalement, c'est lui. Mais c'est quoi cette connerie? Ah bah d'accord, on avait que ça à faire. Vous avez vraiment que ça à foutre de mettre un vote mégot Place de la Victoire quand il y a... Donc la responsabilité in fine, quand on est dans un collectif, je ne sais pas après comment ça se passe en interne dans la SCOP, mais quand c'est une volonté de s'ouvrir et que finalement on se prend en boomerang quelque chose qui ne nous appartient pas, puisqu'on a laissé la décision collective, c'est souvent un peu frustrant aussi. Et c'est très difficile à expliquer. Je sais qu'on a vraiment besoin d'individus qui arrivent à convaincre, et c'est le cas dans les collectivités. Hein. Moi je fais que ça depuis 6 ans, essayer de convaincre de l'utilité de la collaboration. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il y a ça qui revient, on me dit t'es gentil, mais t'es machin, là, si c'est pour avoir que des éléments négatifs et jamais un merci, c'est quand même un peu paradoxal et un peu compliqué. Donc effectivement, il y a derrière la responsabilité. L'anonymat du commentaire social. Exactement. Alors, une dernière question, pour garder un petit peu de temps pour les questions-réponses aussi. Je vais la regrouper. C'est en quoi la collaboration a servi votre projet ou votre activité? Et si c'était à refaire, est-ce que vous feriez pareil? Est-ce que vous feriez différemment? Je vais commencer, j'ai le micro. Non, on n'a pas eu le choix. De toute façon, voilà, ça c'était une obligation. Aucun de nous, on a eu tous l'idée à 12 de reprendre l'entreprise, mais aucun de nous ne voulait ou ne pouvait ou n'imaginait porter seul ce projet. Racheter la librairie tout seul, parce que ça aurait pu être ça, hein, on n'était pas obligé d'être en SCOP. Mais d'abord, on n'avait pas les connaissances, de deux, on n'avait pas d'argent, et mobiliser 1,5 million d'euros comme ça sur son propre nom, personne d'entre nous n'avait non plus envie d'engager sa maison ou je sais trop quoi, enfin bon voilà, c'était pas très évident. Donc nous, on n'a pas vraiment eu le choix. On a bien vu aussi les limites au moment de choisir justement ce fameux gérant. Qui allait porter l'entreprise, qui allait mettre son nom sur tous les papiers, qui allait être responsable à la fois de l'argent, mais aussi de tout ce qui est social, de la responsabilité économique et juridique de l'entreprise. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu pléthore de candidats. On était 12 dans mon salon, tout le monde a regardé le plafond, tout le monde a regardé les chaussures, mais personne ne parlait. Bon voilà, donc il a fallu y aller, hein, c'est comme ça, sinon le collectif n'aurait pas fonctionné, mais c'est ça, c'est effectivement, c'est se lancer, c'est compliqué. Et la deuxième partie de la question, c'était, ah oui, et la difficulté, non, c'était ah si je devais le refaire, heureusement que je ne savais pas ce qui m'attendait, je vais être honnête, heureusement que je ne le savais pas, parce que sinon je n'aurais pas dit oui à la gérance, j'aurais peut-être même pas dit oui au collectif. Mais oui, évidemment, oui, c'est quand même passionnant, c'est quand même, il y a des moments, c'est pas facile, hein, c'est une évidence, mais c'est quand même passionnant, ouais, ça c'est sûr. Et vous êtes reparti pour un nouveau mandat? Alors je suis reparti pour 4 ans, oui, comme quoi. En même temps, il n'y a pas de candidat, hein, toujours pas. Hein. Et ils le savent, dans 3 ans, c'est la date limite, je quitterai l'entreprise et tous les ans, j'explique qu'il faut, ça y est, il faut commencer à réfléchir, à émerger, à vous former, mais bon, pour le moment, on est plutôt, hélas, peut-être sur un recrutement extérieur. Parce que ça fait quand même peur. C'est 45 salariés, c'est 2 sites, c'est pas si évident que ça. Puisqu'en plus, pour complexifier l'affaire, on a vu une librairie, on en a racheté une deuxième. Donc voilà, on est un peu maso quelque part. C'est une belle histoire, bravo. Oui, alors pas les deux questions, réponse aux 2 questions courtes. Pas de regret sur ce qu'on essaie de faire et qu'on continue. Et en même temps, avec le recul, on fait plein d'erreurs, on se trompe. Mais comme c'est utile, il faut qu'on continue de se tromper, quoi. Il faut qu'on continue de se tromper sur plein de sujets, à la fois dans ce qu'on fait en termes de changement de la manière de penser, j'ai pas dit mindset, culturel là, chez nos salariés, l'ouverture vers l'externe. Donc il faut qu'on continue de se tromper sur plein de sujets, parce que si on ne le fait pas, on ne sait pas qu'on s'est trompé, et donc on n'est pas capable d'enrichir et puis de déployer une autre méthode, quoi.
Donc on continue dans cette voie-là. On fait même des touches un peu nouvelles dans le cadre de ce que nous autorise le régulateur avec la création de filiales. On a 2 filiales qui ont été créées. L'une, en fait, on a des problématiques, des choses qu'on sait très bien faire sur le réseau de distribution naturelle. On s'est aperçu que, c'est un sujet d'actualité, qu'il y a plein d'industriels qui ont des réseaux privés, c'est-à-dire qui leur appartiennent complètement, alors des réseaux en gaz naturel, en air comprimé, et ainsi de suite. Et jusqu'à présent, la gestion de ces réseaux, les fuites dans l'atmosphère, l'entretien, ainsi de suite, et ben c'est pas leur sujet de préoccupation, ça va peut-être le devenir. Et donc on s'est aperçu qu'on avait un savoir-faire et qu'on déploie au travers d'une filiale, c'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre, là aussi, des salariés donc, qui ont quitté leur statut du personnel des industries gazières pour aller dans ces filiales-là pour travailler. C'est fait une première filiale, une deuxième filiale qui va s'occuper de la commercialisation de la bande passante liée à l'infrastructure des compteurs communicants, parce qu'on est capable de faire plein de services autour des objets connectés. Donc là aussi, on arrive petit à petit à changer la culture et les gens qui acceptent de faire un pas à l'extérieur pour faire d'autres choses avec toutes les erreurs du passé qu'on a accumulées. Nous, le propre de la puissance publique, c'est de toute façon quand même de collaborer. À la base, on n'est pas censé être en autarcie. Donc, à refaire, j'aimerais bien que ça commence il y a 10 ans, parce que j'aurais pas autant, moi, à titre personnel, trimé pour essayer de convaincre des nouvelles potentialités de la collaboration offertes par les nouveaux outils. Voilà, c'est le propre de la puissance publique, c'est de continuer à aller vers plus de collaboration et plus ensuite de potentielle cogestion des politiques publiques, avec toujours cette histoire de responsabilité, parce que derrière, tout le monde doit prendre ses responsabilités quand on collabore, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, plus de collaboration pour les prochaines équipes en place à la métropole, à la ville, j'espère, et plus d'investissement dans les outils collaboratifs qui existent déjà. Parce qu'aujourd'hui, on a assez peu d'élus qui s'investissent vraiment dans les conseils d'administration et qui orientent vraiment les sujets des conseils d'administration et les actions qui y sont menées. Alors moi, si on devait refaire, je referais à 200%. Par contre, moi je suis un gros impatient, donc j'aime que ça aille très 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 vite. Et là, on achetait beaucoup de choses, on parlait de déchets. Nous, de la collaboration qu'on a eue et qu'on a encore, aujourd'hui, on a à peu près jeté 90% de ce qu'on avait produit. Parce qu'on a fait fausse route, ce qui est le principe de chercher. Alors, j'aime bien les chercheurs, les trouveurs, etc. Bon, mais c'est long. C'est long, donc moi j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus vite, mais beaucoup plus vite, déjà pour trouver des interlocuteurs, pour ensuite avancer. Mais en tout cas, je le referai à 100% parce que c'est, en termes d'ouverture d'esprit et de culture, c'est extrêmement intéressant de sortir de son petit milieu, de se challenger, de comprendre pourquoi les autres ne pensent pas comme vous, ont un autre point de vue sur un sujet, etc. C'est extrêmement enrichissant, c'est personnel et ça nourrit même globalement l'ensemble de la culture d'entreprise. Voilà, donc un grand oui. Merci. Alors, vous allez garder le micro. Est-ce que vous avez des questions ? Alors des questions brèves et puis des réponses brèves, pour que tout le monde puisse s'exprimer. En fait, en creux, j'ai 2 choses. Aujourd'hui, collaborer, ça a l'air d'être la solution miracle, mais j'ai pas l'impression. Je vous ai écouté et j'ai l'impression que c'est assez partagé. Peut-être, quand est-ce qu'il faut collaborer, quand est-ce qu'il ne faut pas collaborer ? Ça, c'est ma première question. Quand est-ce qu'il faut absolument le faire et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Voilà. La deuxième, c'est sur ce que vous avez appelé l'état d'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais ayant été, comme beaucoup, formé à l'école, la question de la collaboration à l'école, quand il faut arriver à une norme, je ne la vois pas vraiment. Et donc, tout d'un coup de baguette magique, il faudrait que on oublie ce qu'on a appris pendant 20 ans, 25 ans. Et super, il faut collaborer. Voilà. Mais c'est peut-être plus une affirmation qu'une question. La première, c'est quand est-ce qu'on collabore ? Et sur quoi ? Et sur quoi, surtout, on ne le fait pas. Ouais, je sais pas, je pense que pour madame, c'était une obligation. Comme elle l'a expliqué, le point de départ, c'était une obligation. Et après, sans doute que l'envie est venue au fur et à mesure. Ça, je vous laisserai. Mais
Alors moi, c'est plus personnel. Moi, pourquoi j'avais envie de collaborer au-delà du fait de... La première chose, c'est d'être très humble sur ce qu'on maîtrise ou ce qu'on ne maîtrise pas. Et à un moment, on a des envies, on a un projet. Et il y a des pans du métier qu'on maîtrise et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors tout le monde veut faire du homemade et compagnie. Tout le monde sait faire sur la place tout et n'importe quoi dans nos métiers. Donc je prends, etc. Nous, on s'est dit catégoriquement, non. Par contre, pour bien collaborer, vu que pendant 6 mois, j'ai eu du mal à parler avec des interlocuteurs qui ne parlaient pas le même langage que moi, on a décidé de prendre des gens des mêmes métiers. Donc c'était une nouveauté. Nous, plutôt comme marketing, on a des statisticiens maintenant, en interne, pour avoir des interfaces qui nous permettent de continuer le projet. Donc c'est pas une solution miracle, c'est une solution, je pense, parmi tant d'autres. Mais moi, je suis beaucoup plus isolé, paradoxalement, à Clermont-Ferrand qu'à Paris, dans mon écosystème. Et donc j'avais besoin de collaborer. J'ai un écosystème où je suis vu dans mon métier comme un vilain petit canard en étant le plus gros de ma filière sur mon métier. Alors que je suis un nain de jardin à Paris. Donc j'arrive beaucoup plus facilement à collaborer avec énormément de gens. D'ailleurs, on est chez WeWork, alors c'est la grosse usine, etc., du coworking sur Paris. Mais j'adore parce que on s'est ouvert un champ de partenaires business ou de collaboration sur d'autres sujets que je ne peux pas avoir à Clermont aujourd'hui. Donc à titre personnel, j'ai besoin de m'ouvrir sur des gens qui ne sont pas de mon métier, qui ne me voient pas comme un concurrent et qui me permettent de, intellectuellement, personnellement, me faire progresser sur des sujets sur lesquels j'ai envie de progresser. Donc il n'y a pas qu'une finalité, je ne sais pas, financière derrière la réflexion. Collaborer, nous, je vous l'ai dit, on n'a pas eu le choix au départ, mais malgré tout, c'est quand même une volonté, c'est de faire différemment. Une entreprise comme la nôtre, c'est une librairie, mais dans une librairie, il y a plein de métiers différents et on a besoin des uns des autres. Tout le monde a un avis à donner. C'est pas parce qu'on n'est pas libraire qu'on ne peut pas donner un avis sur la façon dont les rayons sont implantés. Enfin, je trouve que c'est un tout. On forme un tout. Et donc ça, c'est pour nous terriblement important que chacun puisse s'exprimer, d'abord associé ou pas, associé ou salarié. Ça n'a pas d'importance. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est quand même, pour nous, c'est une évidence. C'est pas il faut ou il ne faut pas. C'est, je vous l'ai dit, plus on prend d'avis, plus on prendra la meilleure décision. On a décrié pendant des années le chef qui était chef dans son bureau du 5e étage à Paris, qui le matin avait une idée lumineuse pour faire travailler ses 57 librairies, alors qu'on sait très bien que c'est sur le terrain que se prennent les meilleures décisions, parce qu'on est dedans et que chacun donne son expérience, son vécu, son parcours, parce qu'on a tous des parcours différents, on vient d'horizons différents. Et donc, oui, collaborer, pour moi, c'est une obligation. Enfin, je vois pas comment on peut travailler différemment, même si au final, effectivement, il y en a un qui prend la décision finale. Moi j'aurais apporté aussi cette forme de réponse-là, Pierre, en fait, sur le fait que c'est l'écosystème qui décide. Et on peut avoir raison tout seul, enfin, on peut surtout se tromper. Et en fonction de la pression qu'on subit dans l'écosystème dans lequel qu'on étudie, dans lequel on se trouve, eh bien on sera forcé d'y aller, ou alors on ira par intérêt, mais c'est bien l'environnement qui s'impose à nous et qui va faire qu'il faudra qu'on change de posture à un moment donné pour collaborer. Je remarque d'ailleurs que les termes, je pensais quand tu posais la question, en fait, que la langue française est ainsi faite, qu'on a 2 termes qui sont très proches. Il y en a un qui est collaborer et l'autre qui est coopérer. Et coopérer, tout de suite, quand on le prononce, au moins pour moi c'est personnel, on est plus dans le consensus, tout va bien se passer, ainsi de suite. Alors collaborer, on sent que il y a le petit paquet d'énergie qu'il faut lancer, tout ça. Ça fait exactement écho à ce que j'allais dire. Il y a 2 choses dans votre question et dans ta réponse. Collaborer, c'est comment on co-élabore. Et ça, notre sujet, on peut co-élaborer tout. Enfin, en ce qui concerne la métropole, il n'y a pas de sujet tabou. Après, la ville, co-élaborer la politique de sécurité publique, pourquoi pas. D'ailleurs, on va sans doute le faire. En revanche, coopérer, c'est-à-dire co-agir ensemble. Il y a des choses qu'on ne pourra pas inclure, sauf à se lancer dans des milices citoyennes, ce qui n'est absolument pas l'objectif de notre municipalité, en tout cas celle que je représente aujourd'hui. Ça sera niette. Il y a des choses, c'est niette. On ne va pas non plus dans le service public des cantines, c'est quelque chose auquel on ne touche pas.
Il n'y aura jamais de privé dans nos cantines, point. C'est des choses sur lesquelles, là justement, on emporte notre risque, on emporte notre responsabilité. Donc c'est surtout ça. Après, sur l'école et la formation à l'école, justement, il y a des sociétés dans lesquelles, chez nous, un institut qui dit, voilà, du chocolat, le premier qui arrive au mur aura le chocolat. Alors nous, tous les gamins, c'est parti, la compète, ils ont 5 ans et demi, tout le monde court le plus vite possible pour avoir son chocolat et aller se le manger tout seul dans son coin. Il y a d'autres sociétés où les gamins, ils vont tous ensemble, ça, ils arrivent et ils partagent le truc parce que c'est un moment un peu plus sympa que tous manger du chocolat tout seul. Et ça, c'est le propre de nos sociétés, en tout cas de moi, de la collectivité à laquelle j'appartiens, c'est de déconstruire tout ça. Mais bon, il y a tous les fils sur lesquels il faut tirer, mais collaborer, ça sert aussi à ça. Pourquoi on collabore? Mais pour montrer qu'il y a un autre système qui est possible, que effectivement, à côté de chez soi, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner dans notre projet, qu'on peut faire différemment que tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a pu contribuer à construire indirectement avant notre prise de conscience. Moi, elle a été quand même assez tardive. Voilà, et ça, c'est à déconstruire, justement. Et le système scolaire fait partie d'un des grands chantiers pour entreprendre un changement de paradigme dans nos sociétés. Le terme co-élaborer et co-opérer sont deux termes qui finalement nous font avancer dans le moment de l'usage de la collaboration. Hein, on ne peut pas coopérer sur tout ce sur quoi on a collaboré forcément. C'est ça. Des fois, c'est intéressant d'aller un peu plus loin dans les termes pour justement lui donner une signification qui, pour moi, est plus claire. Une autre question, ça sera la dernière. Après, de toute façon, voilà, on va faire un sujet, donc vous aurez le temps d'explorer aussi. Alors peut-être on peut poser 2 questions, vous choisirez celle que vous voulez. Ma question est courte et les réponses sont courtes aussi. Vous avez chacun, tous les 4, évoqué le pourquoi collaborer. Pourquoi collaborer? Parce que sous la pression de l'environnement, sous la pression d'un contexte, des événements, etc. Et la question qui s'adresse à vous 4, c'est nouveaux outils qui apparaissent, et notamment, est-ce que le numérique change un petit peu la physionomie de la collaboration, pardon. Est-ce que voilà, la pression de nouveaux outils ou de l'apparition de nouveaux outils, c'est justement un changement de contexte qui conduit à davantage collaborer? On prend la deuxième question et puis moi, c'est plutôt une question sur le comment, parce que effectivement, vous venez d'environnements différents, mais j'ai entendu la nécessité d'évoluer, parce que les pensées et les modes de fonctionnement évoluent, que vous travaillez avec différentes parties prenantes, comme parfois les clients deviennent plus des parties prenantes que tout simplement des clients. Et je voulais savoir comment vous vous êtes préparé à la gestion de projet et au développement du réseau. Voilà. Quelles sont les clés de réussite, les conditions sine qua non pour justement travailler maintenant en mode projet et développer le réseau. Ça sera plutôt la question qu'on va développer cet après-midi, parce que je pense que là, il faudrait des réponses très complètes. Moi, j'ai deux phrases. Pour répondre à mademoiselle, on n'est pas du tout équipé dans les collectivités justement pour ça. Il y a très peu de transversalité. Tu parlais, Marie-Pierre, des cloisons. Voilà, on a le plafond, le plancher, les cloisons, on a tout. Donc, alors c'était en béton armé, maintenant ça commence à être un peu de la brique, on peut faire des trous, donc ça va. Mais on a de grosses difficultés parce que c'est pas le but d'un fonctionnaire territorial. Quand il passe son concours, il n'y a pas ce genre de formation. CNFPT, il faudrait plus de formation. Donc ça, on n'est pas très bien outillé. C'est parce qu'on a un individu qui, heureusement, tombe du ciel, comme vous êtes tombé pour faire la connexion, qui a envie, qui est là, qui a la culture. Et votre première question, c'était le digital. Alors bon, dans les collectivités, on n'est quand même pas super 2.0 déjà. Alors le 3.0, nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ont le sentiment de faire en faisant une pétition en ligne, en cliquant sur un truc, en mettant un commentaire souvent désagréable, jamais positif. Et le numérique, pour nous, on n'est pas encore trop tourné vers le numérique. Enfin, les collectivités ont du mal à s'approprier. Et en général, c'est plus un déversoir qu'autre chose. Les outils numériques, c'est pas dans l'opérationnel, c'est pas encore, je pense, en tout cas,
en ce qui concerne mon expérience, quelque chose qui a été mieux disant dans la collaboration et dans la coopération. C'est des commentaires en fait souvent. Je trouve que ça n'a pas d'opérationnel, ça n'a pas trop d'opérationnel. Le numérique il est subi aujourd'hui utilisé comme un levier pour gérer la collaboration. Le numérique, on est sur du basique, on a des sites internet, des réseaux sociaux, enfin, on n'a pas des outils numériques comme on devrait sans doute avoir, parce que c'est pas non plus, la puissance publique, elle n'est pas là non plus pour ça, elle a quand même des missions à la ville, c'est des sujets très particuliers. Moi, je le vois souvent comme une tentative pour certains citoyens de montrer qu'ils sont impliqués dans quelque chose, mais je préfère toujours que ces citoyens puissent venir à des moments comme on fait là, parce que je trouve ça beaucoup plus enrichissant que des pétitions en ligne ou ce qu'on pourrait lancer en ligne pour recueillir des avis, y compris le budget participatif. C'était mieux les réunions qu'on a faites avec les porteurs projets plutôt que les simples votes Facebook, etc. sur les budgets, sur les projets. Nous, sur les deux sujets, on a avancé le premier par contrainte, c'est-à-dire sur le digital et sur le numérique. On a été, comme dans toutes les grandes entreprises, soumis à des réorganisations. On s'est adapté. On avait une organisation, par exemple la dernière, qui n'était pas conforme à la loi NOTRe et aux nouvelles régions. Donc on a changé nos territoires de périmètre. Mais on avait commencé déjà plus tôt dans le passé. Et le périmètre de nos organisations territoriales nous a obligés à aller vers plus de numérique, plus de digital, sur de la visioconférence, sur du partage d'expérience, sur de la collaboration en ligne. Donc on a progressé sur ces outils, sur les réseaux sociaux. Et puis les clients nous ont aussi amenés à aller dans ce domaine-là. On pouvait pas, on était habitué à avoir des réclamations clients, y compris sur, alors on a 99% qui concernent les aspects facturation qui ne nous concernent pas, mais il y en a aussi des réclamations sur la construction du réseau, sur la maintenance, sur un certain nombre de choses, sur les travaux. Et les clients nous ont poussé dans cette voie-là. On était câblés pour au sein d'un centre d'appel, prendre une réclamation, etc. Mais on s'est trouvé il y a 10 ans en arrière démunis face une story Instagram n'existait pas, une problématique client sur Facebook. Il a bien fallu monter en compétence sur le sujet, quoi. Donc je pense qu'on a comblé ce fossé-là, d'autant plus que c'était incompréhensible de ne pas le faire à l'interne de l'entreprise, alors que chaque individu pris isolément, salarié, pouvait avoir un compte Facebook, et voilà, donc il savait faire à titre personnel, mais il n'y avait rien pour utiliser. Donc on a essayé de combler ce record pour avoir un compte d'entreprise, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, et puis on a un propre réseau social sur lequel on utilise beaucoup pour la R&D, pour l'innovation, pour être en contact avec l'externe, pour intervenir. Sur les aspects de votre question, en fait, il y a des tas de possibilités. D'abord, on a un programme d'accompagnement de nos managers qui est en place depuis 10-12 ans sur tous ces aspects méthode, ouverture, perception de l'environnement. Donc on pisse beaucoup là-dedans. Même si, je vous dis, on a fait avant 60 ans de prescrit, donc c'est compliqué de dire si tu as le droit de le faire, tu peux donner ton avis, et ainsi de suite, donc c'est compliqué. Et puis on a un process de scan de notre environnement, de regarder ce qui se passe, que ce soit dans le monde économique, dans notre secteur industriel, mais aussi à côté. La preuve, on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'économie sociale et solidaire, au niveau des banques alimentaires, au niveau du sport, ainsi de suite. Donc on a un champ d'action assez large, parce que, encore une fois, on n'a pas raison tout seul, et il y a des choses qui se passent qui sont étonnantes. On s'occupe de réseaux, mais si on n'avait pas immergé des gens dans d'autres domaines, sur des processus de formation, ces mêmes salariés réseau, ils n'auraient pas eu l'idée de dire, il y a un truc, il y a des gens qui s'occupent de tuyaux, qui envoient des appareils à l'intérieur. Ah oui, ça s'appelle l'endoscopie, c'est dans le monde médical, et est-ce qu'on ne ferait pas pareil sur nos réseaux? Donc si on ne les avait pas immergés à un moment donné dans un autre milieu, hop, on les sort de l'eau froide, on les met dans l'eau chaude, on dit, ah c'est chaud, mais on peut avoir d'autres idées, ainsi de suite. Donc on a un process comme ça qui est forcément perfectible, mais on a des moyens, et puis il faut les compléter, quoi, pour progresser. Oui, nous concernant les outils numériques, c'est principalement les réseaux sociaux, donc on les utilise. Alors on est plutôt des vieux de la vieille, donc on n'est pas très tourné vers le 2.0, mais les jeunes nous poussent à aller de plus en plus là-dessus. Et concernant les formations, non, on n'a pas de formation, développement de projet. Nous, la seule chose, c'est qu'on forme les gens à coopérer dans l'entreprise, dans le sens où on les forme à l'entreprise.
à lire un bilan, à savoir dans quelle entreprise ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste à voter une fois dans l'AG, ils comprennent le pourquoi et le comment de l'entreprise, où elle se trouve financièrement parlant notamment. Voilà, donc rien de plus à dire. Et si on les encourage beaucoup à sortir et à rencontrer d'autres gens, que ce soit dans notre métier ou dans d'autres métiers, sortir à chaque fois que c'est possible, aller discuter, parce qu'effectivement, à l'extérieur, dans des sujets qui ne sont pas les nôtres, on prend toujours de très bonnes idées et ça développe énormément l'esprit. Je crois qu'on va s'arrêter là, je suis désolée, mais on a déjà une bonne demi-heure de retard. Donc on va enchaîner avec la suite. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes super passionné par le sujet. Les questions, vous allez pouvoir les poser de toute façon maintenant, parce qu'on va passer à la formule atelier. Alors, on va vous demander de vous mettre un peu en mouvement, ça vous fera faire un peu d'exercice, parce qu'on va aller plutôt de ce côté. L'idée, c'est que vous réfléchissiez, donc à partir de tout ce qui a été dit, à des questions que vous pourriez poser en atelier, que vous allez ensuite travailler en petits groupes. Donc on a préparé des grands post-it ici. Donc je vais vous inviter à poser vos questions ou vos problématiques sur ces post-it et au fur et à mesure, on va les afficher, vous allez les annoncer, les expliquer et puis on va voir ce que ça donne et comment on peut se regrouper en atelier.